avant de commencer, si c'est possible pour ceux qui sont déjà connectés, de couper vos micros pour éviter les interférences, s'il vous plaît. Pour votre information, vous recevrez par mail du coup le PowerPoint qui va vous être présenté. Vous aurez aussi le lien de la vidéo et les références bibliographiques pour aller plus loin sur le sujet pour ceux que cela intéresse. Il y aura un temps d'échange à la fin de l'intervention. Vous pouvez écrire vos questions et on les traite du coup en temps dédié. Il y en a certains déjà qui ont écrit lors de l'inscription, mais voilà, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas le micro, nous écrire dans la partie conversation. Moi, je surveille, je regarde et du coup, si Marion les a pas vus, je les poserai pour vous. Du coup, moi, je me présente, je suis Aurélie Louchard, je suis infirmière coordinatrice donc, à l'association Arca Sud. Je suis accompagnée de Marion Valéjo, médecin généraliste qui exerce au centre de santé sexuelle et Cégide à l'hôpital d'Avignon et au centre Guillaume Broutet en addictologie qui est rattaché à l'hôpital de Montfavet. Elle va vous présenter la thématique du chemsex en abordant la recherche de plaisir, les produits psychoactifs illicites consommés et la réduction des risques. Donc, en effet, depuis le tragique accident de Pierre Palmade le 11 février dernier, la question du chemsex a été remise dans l'actualité. Et le chemsex, ça correspond à la consommation de substances psychoactives lors de rapports sexuels. Le but étant d'initier, faciliter et prolonger ou améliorer ces derniers à travers les différents effets psychoactifs des molécules consommées. Ces pratiques, elles se sont développées en France à partir des années 2010, en lien avec l'arrivée de nouveaux produits de synthèse tels que les catinones. Et du coup, là, je laisse place à l'experte, voilà, Marion Valéjo, qui va vous présenter la suite du sujet. Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à Arca Sud de m'avoir proposé d'animer cette matinée. Alors, experte, je ne sais pas, en tout cas, renseignée sur le sujet et face à des patients que je reçois. Alors, ça va être un peu dense la présentation parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais j'espère qu'on pourra échanger après. Puisque me concernant, pour l'instant, ce n'est pas en addictologie que je vois ces patients, mais au Cégide, au centre de dépistage. C'est là que je rencontre cette population. Alors, pour commencer, en fait, on va définir un petit peu ce que c'est le chemsex, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui quand on parle de chemsex. Et puis, je vais décrire un peu les molécules qui sont utilisées dans ces pratiques. Et ensuite, donner des pistes un peu de prise en charge et tout le panel de professionnels qui peut intervenir sur cette population. Donc effectivement, le chemsex, c'est la fusion des termes anglophones chemicals et sex. Et donc c'est, comme tu le disais Aurélie, une consommation planifiée, donc c'est prévu, de substances psychoactives dans le but d'initier, de faciliter, de prolonger ou d'améliorer les rapports sexuels. Donc c'est une consommation qu'on prévoit de faire dans le but d'avoir des relations sexuelles, en tout cas de les améliorer entre guillemets. Donc ça fait partie des usages sexualisés de drogue qui existent depuis très longtemps. Et c'est une pratique, dans cette pratique, donc aujourd'hui, ça reste quand même quasi exclusivement lié à son origine en fait qui a émergé dans la communauté gay. Donc aujourd'hui, ça reste quand même quasi exclusivement une population HSH, donc hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, qui pratiquent. Et donc c'est une pratique qui va rester imprégnée de la culture gay et des codes. Et on va parler aussi de chemsex dans l'usage de substances psychoactives spécifiques à cette pratique. Donc aujourd'hui, ça commence à s'étendre dans les relations hétérosexuelles et le terme est en train un peu de se diffuser, mais aujourd'hui encore, quand on parle de chemsex, c'est de ça qu'on parle. Donc je vais genrer au masculin pour plus de facilité ce matin. Donc en termes d'historique, c'est assez récent. Hein, donc dans les années 90, émerge aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, notamment avec les consommations de méthamphétamine. Et en France, c'est à partir du milieu des années 2000 qu'il va y avoir les premières descriptions qui vont être faites en addictovigilance, notamment avec des consommations plutôt de GHB, GBL. Et c'est concomitant à l'arrivée des applications de géolocalisation, puisque Grindr a été la première application
de ce type, et c'est une application qui est faite pour des rencontres LGBT, surtout gays. Dans les années 2000, ça a pris un nouvel essor avec l'arrivée des nouveaux produits de synthèse. Et il y a eu aussi, dans le même temps, une libération des pratiques sexuelles possibles avec les nouveaux moyens de prévention des IST, comme la PrEP notamment. Et après, il y a eu encore une nouvelle accélération pendant la période de confinement et depuis la fin du confinement, puisque les lieux de rencontre LGBT ferment les uns après les autres, et qu'aujourd'hui la rencontre se fait plus par les applications, et c'est devenu le moyen de rencontre principal, ce qui entraîne aussi une privatisation des usages sexuels et pose la question de l'aller vers. Comment on a accès à cette population si tout se passe au domicile et dans le privé? Donc les associations, notamment AIDS, trouvent comment les atteindre, et notamment en créant des profils sur les applications de rencontre pour pouvoir accéder et discuter avec les usagers. Donc sur les applications de rencontre, sur les profils, ça va être assez explicite en général. Une personne va se présenter en donnant son statut stérologique par rapport au VIH, s'il prend la PrEP ou pas, il va dire est-ce qu'il met un préservatif ou pas. Donc il y a le petit smiley qui dit voilà, moi je mets pas de préservatif, et l'usage de drogue va aussi être noté possiblement dans le profil. Donc en termes d'épidémiologie, déjà je voulais vous faire un petit retour global sur la communauté LGBT. Alors déjà, effectivement, c'est compliqué d'avoir des données sur ces populations, puisque déjà, effectivement, ça regroupe plusieurs communautés au sein de cette même communauté, avec chacune leur spécificité. Et aussi parce qu'il y a pas mal de biais dans les études. Est-ce que c'est l'orientation sexuelle que déclarent les personnes? Est-ce que c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec des personnes du même genre? Enfin, c'est pas toujours très, très clair et très aligné. En tout cas, ce qui ressort, c'est que globalement, dans cette population, on a des consommations de substances qui sont plus élevées que dans la population générale. Et chez les ASH, pour tous les produits, on va retrouver des consommations en quantité plus importante, avec plus de polyconsommation, et donc le chemsex va faire partie de ces usages. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Donc déjà, on est face à une population qui est vulnérable psychiquement et physiquement, qui a été plus exposée aux discriminations, et ce dès l'école, avec du harcèlement scolaire retrouvé régulièrement, qui a connu le rejet, l'isolement, la stigmatisation face à leur orientation sexuelle, et aussi tout ce qui est lié autour de ce qui s'est passé pour eux au moment du coming out. Donc on est déjà dans une population qui a un risque de dépression et suicidaire qui est accru, et les personnes les plus touchées dans cette communauté vont être les personnes transgenres. Il y a aussi des facteurs facilitant l'accès aux produits, notamment le milieu festif qui joue un rôle dans la socialisation dans la communauté, et les applications de rencontre. Au niveau du chemsex, alors la prévalence dans les études, elle varie beaucoup, donc elle n'est pas vraiment connue. Dans les études aussi, elle s'intéresse surtout à des populations particulières qui peuvent représenter certains biais, notamment les patients vivant avec le VIH ou faits dans les milieux festifs. Et donc, ce n'est pas forcément très représentatif de la communauté en général. Dans les études, on retrouve cette pratique entre 3 à 30% chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et dans des études, on retrouve jusqu'à 30% de pratiques sur les applications de rencontre. On va être face à des profils d'utilisateurs assez variés. Alors au départ, c'était plutôt des hommes plus âgés qui étaient dans les villes et qui n'étaient pas forcément usagers de drogue antérieures. C'était souvent des initiations à la prise de produits. Aujourd'hui, ça balaye un peu tous les âges. Il y a des jeunes hommes qui vont rentrer dans la sexualité en pratiquant le chemsex. On retrouve aussi cette pratique en milieu rural et un peu tous les types de profils. On a aussi de plus en plus d'usagers de drogue antérieurs ou en festif auparavant.
En tout cas, ce qui ressort globalement, c'est que les chemsexeurs, la plupart du temps, ne se reconnaissent pas comme des usagers de drogue et ils sont assez novices et méconnaissent en tout cas les produits et l'usage de drogue et les mesures de réduction des risques. Donc les produits qui vont être consommés, alors il va y avoir plusieurs effets recherchés. Donc pour leurs effets stimulants, les produits les plus consommés, ça va être les catinones, donc qui appartient aux nouveaux produits de synthèse, on va y revenir après. La cocaïne et les méthamphétamines, aussi de la MDMA possible. Après, pour contrebalancer ces effets, sur des effets plus relaxants ou sédatifs, il peut y avoir usage de GHB, GBL ou de kétamine. Et après, on va aussi avoir des consommations de traitements pour pallier aux effets indésirables des molécules consommées, puisque c'est des molécules, on va y revenir, qui vont entraîner des difficultés à l'érection, notamment. Et donc, il y a souvent une consommation de médicaments érectiles, des IPDE5. Et ensuite, pour gérer la descente, ça va être plutôt des utilisations de benzodiazépines, d'alcool, cannabis. Donc, il y a plusieurs voies d'administration possibles dans ces molécules. Donc, ça va être des pratiques en sniff, des prises en sniff, le SLAM. Donc, le SLAM, c'est le mot utilisé dans le chemsex pour parler d'injection. Donc, ça peut être d'auto-injection ou de l'hétéro-injection, et voire même avoir un effet dans les préliminaires et d'excitation, dans le fait de se faire injecter un peu dans un jeu de domination un produit. Alors pour rappel, le fait d'injecter un produit à quelqu'un d'autre, déjà on est dans l'ordre judiciairement c'est un délit, même quand il n'y a pas d'acte sexuel derrière. Il peut y avoir des prises orales aussi, des prises en intrarectal qui vont être appelées des plugs ou des bumps, fumer, alors moi j'en vois moins souvent qui fument, et souvent il va y avoir une association de plusieurs voies d'administration, ça dépend, si l'effet recherché est un effet shoot, ça va être plus dans du slam, après la forme orale pour avoir un effet plus long, etc. Et donc, on va, comme vous l'avez compris, aussi être dans une pratique de polyconsommation, puisque plusieurs de ces molécules, en général, vont être consommées pendant le même plan chemsex. On parle de plan. Donc, un des produits qui va être les plus utilisés, ça va être donc les catinones, les N des nouveaux produits de synthèse. Donc, ce que vont dire les usagers, c'est qu'ils prennent de la 3-MMC ou de la 3M, donc c'est ce qui était le plus utilisé. En fait, c'est des dérivés de la méphédrone. C'est pas ce qui circule le plus actuellement, puisque en 2019, la 3-MMC a été interdite aux Pays-Bas. Et du coup, dernièrement, c'était plus la 3-CMC ou d'autres types de molécules qui circulent, mais elles sont assez voisines. Les catinones, ce qui va être recherché, donc ça va entraîner des effets sérotoninergiques et dopaminergiques proches de la cocaïne ou de la MDMA. Donc ça va entraîner une sensation d'euphorie, ça va stimuler ou désinhiber psychiquement, et ça va être surtout, c'est pour ça que c'est vraiment recherché, c'est l'effet empathogène et entactogène, c'est-à-dire que ça facilite le fait d'aller vers les autres et d'aller au contact des autres personnes. Et ça va aussi mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité, puisque en fait, on peut désirer sexuellement sous ces produits un peu tout le monde, que la personne nous plaise habituellement physiquement ou pas, par exemple. Tout le monde va nous paraître désirable et on va avoir envie d'aller vers tout le monde. Entraîner aussi une augmentation de l'estime de soi et donc du désir et de l'endurance sexuelle. Mais ce que je vous disais, il va y avoir des dysfonctions sexuelles et notamment souvent une anorgasmie, en tout cas une absence d'éjaculation possible avec la prise de ces produits. Donc ça s'achète en ligne, hein, la plupart du temps, de toute façon tout se fait en ligne, que ce soit par les applis qu'on rencontre ou l'achat des substances. Ça peut être consommé en Peros, en sniff, en slam. Et ça va revenir à 20 € le gramme environ.
Donc, une autre molécule qui va être utilisée, ça va être le GHB-GBL. Donc, le GHB, au départ, c'est un stupéfiant qui a été utilisé comme analgésique, anesthésiant, qui est interdit à la vente aujourd'hui. Et du coup, ce qui va être plutôt consommé, c'est le GBL. Donc, c'est un produit qui va être métabolisé rapidement en GHB au niveau plasmatique et hépatique, et même avoir des effets du coup plus rapides en passant par cette métabolisation. Et c'est un produit qui se retrouve dans les produits chimiques industriels. Donc, c'est des détergents de jantes de voiture ou des produits de décapage. Donc, il y a des professionnels qui ont accès à ces produits-là. Donc, ça va être une prise de 0,5 à 2 millilitres toutes les 1 à 3 heures. Et ça va revenir à 10 à 30 centimes la prise. Donc, c'est très économique. Donc, le GHB, donc ça va entraîner aussi bien sûr la désinhibition, un côté aphrodisiaque, mais ça va être plutôt ce qui va être recherché, c'est la perte de contrôle, la relaxation et l'altération du niveau de conscience. Et ça, avec cette molécule, il y a un risque de surdosage qu'on appelle le J-hole. Donc c'est important en fait d'informer les usagers là-dessus parce que souvent ils ne le savent pas, que ce soit pour eux-mêmes mais aussi pour repérer les personnes dans le plan qui vont être en difficulté ou en surdosage carrément. Donc ça va entraîner au plus grave un coma hypotonique jusqu'à la détresse et l'arrêt respiratoire. Ça va agir sur le système GABAergique, ce qui veut dire qu'en fait, au même titre que l'alcool, chez une personne qui va devenir dépendante du GHB-GBL et en consommer quotidiennement, il ne va pas falloir l'arrêter brutalement, il va falloir organiser un arrêt progressif et mettre des benzodiazépines pour accompagner le sevrage. Une autre molécule qui peut être utilisée, donc ça va être la kétamine, qui est initialement un médicament stupéfiant utilisé comme un anesthésiant ou analgésique. Donc en sniff ou en slam. Et là, ce qui va être plutôt recherché, ça va être l'effet dissociatif avec la sensation de flottement, de rêve éveillé du produit. Et ça va avoir aussi un effet anesthésiant, donc ça va inhiber la douleur, ce qui là, on parle de pratique, donc comme vous l'avez compris, ou pas, parce que je ne l'ai pas encore précisé, mais de sexe en groupe en général, avec des pratiques sexuelles qui peuvent considérer comme étant hard. Et donc, l'inhibition de la douleur, bah, ça peut entraîner des problématiques de lésions après derrière, parce qu'on n'aura pas cette limite de la douleur pour signaler stop, quoi. Il y a un risque aussi de surdosage qui s'appelle le K-hole, qui peut aller jusqu'à des hallucinations et un état de panique avec la sensation de dissociation. Donc il y a aussi la méthamphétamine qui va être utilisée comme psychostimulant. Alors sur Avignon, j'en ai pas beaucoup qui me disent en consommer, peut-être lié au prix. En tout cas, ça c'est très fortement addictogène. Et la cocaïne qui est quand même pas mal consommée. En tout cas, moi, je le trouve sur Avignon, avec les patients, chez les patients que je croise, et la MDMA. Il peut y avoir aussi associé des consommations de poppers ou d'alcool, mais c'est plus rare. En tout cas, une consommation de poppers isolée dans un contexte sexuel, c'est quelque chose de fréquent et on ne parle pas de chemsex quand c'est ça. Et donc, comme je vous le disais, il va y avoir usage de médicaments érectiles, donc des IPDE5. Donc, ils sont souvent achetés sur Internet, pas sur prescription, pour pallier à la diminution de la qualité de l'érection. Donc, souvent, ce qui va être acheté par les usagers, ça va être du Viagra, le sildenafil. Et il peut y avoir des prises répétées pendant le plan jusqu'à 5 à 10 comprimés. Donc, ce qui est recommandé, c'est quand même plutôt de faire des prescriptions à ces patients. Donc, pour les médecins généralistes ou autres, une demande de prescription d'IPDE5 de la part d'un patient jeune en bonne santé, ça doit alerter et questionner peut-être une pratique du chemsex en tout cas. Et donc, il va être mieux de privilégier le tadalafil qui a une demi-vie plus longue. Et donc, le Viagra va agir en fait rapidement et pas très longtemps et entraîner des prises répétées, ce qui majore le risque cardiovasculaire. Donc, il vaut mieux prescrire du Cialis à 2,5 ou 6 mg, ou 5 mg par jour, un comprimé par jour, pour pouvoir avoir une érection au moment souhaité.
Alors là, j'ai repris un peu l'étude Apache qui a été faite en 2019 en France. Donc, c'est une étude qualitative qui interrogeait des hommes qui pratiquaient le chemsex. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est un vécu fait d'ambivalence où chaque aspect positif va entraîner une difficulté associée dans le vécu du chemsex. Donc, ce qu'il en ressort, c'est une notion de plaisir qui va être centrale et au cœur de cette expérience. Ça, c'est ce qui ressort évidemment, qui va entraîner une collection relationnelle et romantique beaucoup plus simple, va être aussi vécu comme des moments de partage et de sociabilité. Ils disent même que c'est très mélangé au niveau de la classe sociale, au niveau des âges, et du coup, c'est des personnes qui se seraient peut-être jamais rencontrées, n'auraient jamais relationné dans la vie en dehors du chemsex. Ça va entraîner du lâcher-prise et une favorisation de l'expression de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, je ne sais pas pour vous, quand j'ai des patients, quand ils me racontent. Donc ça leur permet de s'autoriser des pratiques. Alors pour certains, ça va être de pouvoir recevoir une pénétration anale qu'ils n'avaient jamais pu réaliser jusqu'ici, ou des pratiques notamment de fist fucking. Et ça permet aussi de s'autoriser à vivre son identité sexuelle sans entrave émotionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée, c'est-à-dire vraiment de pouvoir être dans l'expression de son orientation sexuelle sans derrière avoir de sentiments, parfois même de honte. C'est ce qu'on appelle donc l'homophobie intériorisée, qui n'est pas de l'homophobie à proprement parler, mais d'avoir... On est dans une société qui reste hétéronormée, où les personnes vont subir souvent des actes homophobes à degré de violence plus ou moins important, qui peuvent être même dans leur propre environnement familial. Et donc, la construction de leur orientation sexuelle va se faire dans ce contexte et peut entraîner un vécu ambivalent aussi de leur sexualité. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ça libère aussi de l'injonction aux normes physiques, à la performance sexuelle, puisque tout le monde va être attirable et désirable. Et à côté de ça, ça va être contrebalancé par les difficultés qui vont être déjà l'incapacité sexuelle à la satisfaction. Donc, c'est un plaisir et un désir qui sera inassouvi, en tout cas pas jusqu'à l'orgasme la plupart du temps. Au milieu de cette connexion facilitée par les produits, il peut y avoir aussi un sentiment d'isolement et de non-partage, puisque on peut avoir aussi vivre le plan comme une consommation de chair, être consommé soi-même et consommer aussi, et le voir comme un plaisir égoïste. Et aussi, ce qui peut être décrit, c'est de se sentir isolé dans le collectif, où finalement, à part pendant les relations, il y a des salles souvent un peu de pause. Et dans ces salles, peu d'interaction entre les personnes présentes, voire des personnes qui disent, en fait, ils sont sur le téléphone déjà en train de chercher le plan suivant, et il n'y a pas d'échange qui se fait. Ça peut entraîner une perturbation de l'équilibre identitaire, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que ce lâcher-prise et cette facilitation de l'expression de soi et de son orientation sexuelle ou des pratiques sexuelles, et après coup, une fois que le cap est franchi, il faut pouvoir l'intégrer, et le vécu n'est pas toujours évident. Donc ça peut être déstabilisant aussi d'aller faire ces expériences qu'on ne s'est jamais autorisées. Et la souffrance qui est liée aux consommations, avec le sentiment de fadeur et la difficulté en fait d'avoir un épanouissement, une satisfaction sexuelle en dehors du chemsex une fois que les personnes sont dans la pratique, et la crainte du coup de ne plus retrouver une sexualité hors chemsex. Est-ce que ça va pour vous? J'essaie d'aller vite pour qu'on ait le temps d'échanger, mais... Donc, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandaient aussi aux chemsexeurs quelles étaient leurs attentes envers les dispositifs de soins et les soignants. Et donc, moi, la première chose, comme toujours, c'est déjà d'ouvrir le dialogue sur le sujet, puisque c'est, on va dire,
au moins doublement, voire triplement tabou, puisqu'il faut parler de son orientation sexuelle, il faut parler de ses pratiques sexuelles, et en plus de consommation de produits. Donc, c'est bien d'être interrogé. Bien sûr, une attente de bienveillance et d'absence de jugement, ce qui peut être un vrai frein aux soins. Ce qui est attendu aussi, c'est que les personnes avec qui ils vont pouvoir en parler aient un minimum de connaissances et d'expertise sur les produits utilisés et les pratiques sexuelles qui peuvent être faites pendant ces plans chemsex. Et il y a un grand besoin d'informations sur les substances psychoactives et les lieux de ressources en addictologie dans cette population. En général, les HSH, ils sont quand même plutôt bien renseignés, ils sont plutôt bien saisis de tout ce qui est prévention des infections sexuellement transmissibles notamment, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les CEGID. Par contre, tout ce qui est usage de drogue, en général, il y a une certaine méconnaissance autour de ça. Et donc, ça va être un obstacle pour engager le dialogue, hein, si les professionnels avec qui ils échangent là-dessus ne sont pas au fait avec ce qui s'y fait, et aussi avec ce que c'est que les pratiques sexuelles et la sexualité LGBT. Et donc, je pense que c'est important de se sensibiliser en tant que professionnel sur la sexualité LGBTQIA+. Et ce qui est aussi important, je pense, c'est d'être des structures, au moins qu'il y ait des intervenants qui soient reconnus comme on dit gay friendly, ça veut dire alliés un peu de la cause. En tout cas, ça peut se faire voir de différentes manières. Donc ça peut être de l'affichage en salle d'attente, comme mettre un rainbow flag, donc le drapeau arc-en-ciel, ou de l'affichage sur le chemsex. Ou notamment aller à la Pride, la Gay Pride. Ça fait 2 ans qu'il y a une Gay Pride sur Avignon. Il y a un village en général, enfin un village associatif ou de professionnels de santé qui se fait juste avant le départ du cortège. Et c'est vrai qu'être présent dans ces lieux, c'est montrer que on est là pour la communauté et qu'on n'est pas fermé en tout cas à leur prise en charge. Et je pense que c'est important, et c'est ça qui va les amener à venir nous voir avec plus de facilité. Donc en termes de prise en charge, la première étape, évidemment, ça va être déjà de repérer la pratique, hein, donc de ne pas hésiter à demander. Donc, je pense que toute personne HSH, ça doit lui être demandé, ou LGBT, hein, les personnes trans aussi pratiquent le chemsex notamment. Tout comme je disais tout à l'heure, tout jeune homme qui vient demander un traitement érectile, ça doit aussi amener à questionner. Une personne qui demande de dépistage, avec qui on va être amené à parler de ses pratiques sexuelles. Enfin voilà, les occasions sont nombreuses, et c'est important de poser la question, parce que même au CEGID, hein, quand ils viennent pour un traitement pour la PrEP, etc., ils vont pas forcément venir nous dire qu'ils pratiquent le chemsex si on leur demande pas. Et ensuite, on va être donc dans le repérage des signes de dépendance. Donc, je ne vous remets pas les critères diagnostiques du DSM-5, mais j'ai essayé de voir un peu ce qui peut alerter au niveau vraiment de la pratique du chemsex. Donc, souvent, une des premières choses, ça va être la diminution, voire la disparition du sexe hors chemsex. Alors, il y avait une question un petit peu en ce sens, c'est-à-dire est-ce que la gestion des consommations est possible? C'est vrai que le discours, en tout cas moi que j'ai, majoritaire des usagers, ça va être je gère. Je gère, c'est que pendant le sexe, c'est de temps en temps, alors au début. Et souvent, une des premières questions pour les mettre un peu sur la piste de la dépendance, ça va être oui, mais c'est quand la dernière fois que vous avez eu des relations en dehors du chemsex, que vous avez pu faire l'amour sans prendre des substances? Et souvent, ça remonte à pas mal de temps. Donc ça va être un des premiers signes, moi je trouve, le fait de multiplier les plans. Donc après, ça va passer de un plan par an ou 2 à 1 par mois, à 1 par semaine, à plusieurs par semaine. Sachant qu'un plan, ça peut durer la soirée, quelques heures, ça peut durer aussi plusieurs jours. Ça peut être un week-end entier. Ça c'est... Enfin, voilà. La consommation, bien sûr, de substances en dehors du chemsex.
où là, la question ne se pose plus. L'augmentation des quantités de substances consommées, que ce soit pendant les plans ou en dehors, et le fait, bien sûr, de s'isoler au niveau social et familial, d'être dans la recherche permanente du plan. L'absentéisme professionnel aussi peut être un signe d'alerte, notamment quand il y a des plans qui se font sur tout un week-end avec la descente du lundi. Ça peut être très compliqué au travail d'aller travailler. Et on va aussi rechercher des codépendances, donc notamment aux applications de rencontres, mais aussi au sexe. Ça va être lié. Au niveau des complications, les principales complications, ça va être au niveau psychosocial et surtout chez les slammers, chez ceux qui font de l'usage intraveineux. Donc, je vous ai mis quelques références d'études si vous voulez plus vous renseigner. Mais donc, il y avait une étude qui avait été faite sur les complications rapportées au réseau national des centres d'addictovigilance. Et on voit que largement, ce qui ressort le plus, à 63%, c'était l'apparition de troubles de l'usage des substances et de dépendance. Donc, jusqu'à 60% des cas retrouvés dans les études. Une augmentation de la dépression et de l'anxiété, alors qu'on est déjà dans une population plus vulnérable face à ça. Dans certaines études aussi, ils parlent des conséquences, notamment sur la vie conjugale, avec un fort taux de séparation à l'issue de ces pratiques, voire jusqu'à la perte d'emploi, plan jusqu'à 24% dans une étude retrouvée. On va retrouver aussi des complications donc infectieuses. Donc, ça a été démontré dans beaucoup d'études. On est dans des pratiques où il va y avoir moins d'usage du préservatif, des partenaires multiples, et donc tout ça, ça va entraîner un risque accru de toutes les IST, et aussi du Mpox, ce qu'on appelait le monkeypox ou variole du singe, l'appellation évolue. Et pour les slammers, un risque d'hépatite C accru, puisqu'il va y avoir aussi moins de protection à l'usage de drogue pour les personnes qui s'injectent. On va aussi retrouver des complications liées aux pratiques sexuelles. Donc, on est parfois dans des pratiques dites hard, donc notamment le fist fucking. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, mais ça va être le fait d'introduire une main voire un bras au niveau anal, par exemple, plus le fait que c'est des pratiques sexuelles qui vont s'inscrire dans la durée, donc comme j'ai dit, plusieurs heures, voire plusieurs jours, et donc ça peut entraîner des lésions traumatiques au niveau génital, avec l'effet en plus anesthésiant des substances qui vont parfois permettre d'aller un peu trop loin à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi, évidemment, dans ce contexte, des violences sexuelles, et la question du consentement se pose. Donc, dans une étude, il retrouve jusqu'à 15% de chemsexeurs qui disaient avoir eu des actes ou des relations non consenties, avec cette ambivalence où dans un même plan, ou d'une fois à l'autre, une personne peut être auteur de violence ou en être victime aussi. À savoir que dans les deux cas, au niveau juridique, ça va être une circonstance aggravante, c'est-à-dire que d'être un auteur de violence sexuelle quand on est sous substance, c'est une circonstance aggravante aux yeux de la loi, et quand la victime est aussi sous produit, c'est aussi une circonstance aggravante. Donc moi, c'est une question que je pose assez facilement aux patients, à savoir, est-ce que vous avez vous fait des choses que vous regrettez pendant vos pratiques du chemsex, et donc ça peut être regretter tout court le rapport, ou regretter tel partenaire parce que finalement c'est pas quelqu'un qui nous plaisait, avec qui on aurait une relation sexuelle sans la prise de produit, ou regretter certaines pratiques en disant bon, j'étais peut-être d'accord pour avoir une relation avec une ou deux personnes, mais pas avec 3 personnes en même temps, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des complications liées à l'administration des substances psychoactives. Alors, les catinones peuvent donner assez facilement des abcès au niveau des points d'injection, et bien sûr le risque d'overdose, notamment avec le GHB-GBL. Donc, comment accompagner? Donc, en fait, on va partir un peu de la demande des personnes qui, en général,
pour l'instant, moi, comme je les vois plutôt au Cégide et pas en addictologie, ils ne demandent rien en fait par rapport à la prise en charge addictologique. Par contre, ils sont assez friands d'informations et ils sont assez à l'écoute de conseils de réduction des risques et aussi de connaître le réseau de soins en addictologie. Au départ, même s'ils n'imaginent pas pour eux, ils pensent toujours à une des personnes avec qui ils font des plans chemsex qui les inquiète et pour qui ils pensent qu'il y aurait besoin. Donc souvent aussi, ils aident d'autres personnes à les consulter en se renseignant sur le réseau de soins. Donc à savoir que on n'a pas de traitement médicamenteux, on n'a pas de traitement substitutif de ces molécules. Donc pour les personnes vraiment qui sont dans des consommations qui deviennent très régulières ou quotidiennes, on peut faire une hospitalisation, faire une prise en charge institutionnelle. Et du coup, vous comprenez bien, on va être face à un travail transdisciplinaire puisqu'il va falloir travailler avec les centres de soins et les associations communautaires, aussi les centres de soins en addictologie, encore mieux s'ils sont formés en santé sexuelle, mais ce n'est pas toujours le cas, donc aussi les centres de santé sexuelle ou les sexologues, en psychiatrie pour la prise en charge des comorbidités et en infectiologie, donc avec les Cégides, les centres de vaccination et les infectiologues qui suivent les patients vivant avec le VIH. Et bien évidemment aussi une prise en charge sociale en fonction des répercussions qu'il y a. Donc en termes de réduction des risques infectieux, donc là je vous ai un petit peu mis un tableau de rappel des différentes IST. Donc à savoir que à part pour le VIH et les hépatites, enfin l'hépatite B où le préservatif va être plutôt bien efficace, quand il est utilisé, de toute façon, pour les autres IST, il va avoir une bien moindre efficacité puisque c'est des bactéries, pour la plupart, ou virus qui vont se retrouver sur le pourtour génital et qui vont donc pouvoir se transmettre même avec le préservatif au contact de la zone génitale ou même de manière manuportée avec les caresses. Donc là, j'ai repris un petit peu tout ce qui peut être fait en termes de prévention aux infections sexuellement transmissibles et aussi transmissibles par injection, notamment pour le virus de l'hépatite C. Donc la première chose, ça va être le dépistage. C'est ce qui va être le plus efficace. Ça va être déjà de détecter les personnes contaminées pour ne pas qu'elles transmettent à d'autres personnes et pour qu'elles puissent être soignées. Donc, dans le contexte de prise de risque sexuel, de toute façon, ce qui va être recommandé, c'est un dépistage tous les 3 mois avec les sérologies complètes, donc du VIH, syphilis, de l'hépatite C et plus ou moins l'hépatite B en fonction du statut sérologique de la personne, si elle est immunisée ou pas avec la vaccination. On va aussi faire une recherche de chlamydia et de gonocoque par PCR et pas par sérologie, s'il vous plaît, par PCR. Et donc, ces deux bactéries vont se retrouver au niveau de toutes les muqueuses où il peut y avoir des relations sexuelles. Donc, il va falloir les rechercher au niveau urinaire quand c'est au niveau de la verge, au niveau anal et au niveau aussi de la bouche. Donc, il faut prescrire un prélèvement sur les 3 sites. Ça peut aussi se dépister par TROD. Donc, ça, c'est un test de diagnostic rapide. Ça se fait au bout du doigt comme un dextro, une glycémie pour ceux qui connaissent. Ou même en autotest VIH, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir acheter en pharmacie ou on en donne aussi dans les Cégides des autotests pour se dépister eux-mêmes. Donc la sérologie VIH, elle va être valable pour ce qui s'est passé plus de 6 semaines avant la prise de sang, alors qu'un TROD ou un autotest, ça va être pour ce qui s'est passé il y a plus de 3 mois. Donc, ce qui va être important aussi, ça va être que les personnes infectées soient traitées.
Donc, c'est les traitements antirétroviraux. Donc, pour le VIH avec la trithérapie. Donc, il n'y a pas de guérison possible du VIH, mais avec les traitements, on atteint la plupart du temps une charge virale qui est indétectable, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de risque de transmission. Ça, j'espère que vous avez eu ces messages et que vous savez qu'une personne vivant avec le VIH qui n'a plus de charge virale détectable ne peut pas transmettre le virus. Et l'hépatite C qui aujourd'hui se traite et se guérit sous traitement. Alors, pardon. J'ai vu qu'il y avait une question en ce sens, donc il va y avoir des interactions avec certains antirétroviraux et les substances consommées dans le chemsex. Donc ça va être plus lié aux substances psychoactives, c'est-à-dire que les traitements antirétroviraux vont entraîner une augmentation des effets des substances psychoactives et de leur concentration. Donc ça majore le risque d'overdose et d'effets indésirables liés à la prise de produits. Par contre, il n'y a pas d'études pour l'instant qui montrent la diminution d'efficacité du traitement à l'inverse. En tout cas, ça montre que c'est important de se mettre en lien avec l'infectiologue qui prend en charge le patient, notamment le patient VIH, pour l'informer de la pratique ou en tout cas inciter le patient à informer de sa pratique d'usage de drogue son infectiologue pour qu'il puisse modifier sa trithérapie et mettre une molécule qui va moins interagir. Ils ont des outils pour ça. Avec les substances. On va aussi questionner l'observance du traitement, notamment quand il y a des plans qui sont faits sur plusieurs jours. Est-ce que la personne pense bien à prendre son traitement? La PrEP, c'est un autre moyen, et là pour le coup un moyen de prévention, puisque c'est ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Donc c'est pour des personnes séronégatives qui n'ont pas le VIH, et c'est une bithérapie qui est prise en charge et qui est à prendre en amont, en prévention de la prise de risque pour ne pas attraper le VIH, même si on est en contact avec. Alors, dans le chemsex, peut-être que ça va être intéressant de plutôt privilégier un schéma continu, puisqu'il y a deux manières de prendre la PrEP. Une façon qui est de la prendre tous les jours à la même heure sans s'arrêter. Et donc, si on l'oublie ou qu'on décale une prise, du coup, va permettre que les autres prises pallient pour son efficacité. Et dans ce contexte où il peut y avoir des défauts d'observance, ça peut être mieux. Mais il y a aussi une prise à la demande qui est possible, donc c'est-à-dire uniquement, d'ailleurs, elle est possible uniquement chez les hommes cisgenres. Et donc, ça va être une prise de 2 comprimés en amont du rapport et puis ensuite un comprimé par jour pendant 48 heures pour être protégé pendant ce rapport-là. Par rapport à ce que je vous disais juste avant, concernant la PrEP, il n'y a pas de problématique d'interaction pour l'instant qui a été relevée. On va y avoir le traitement post-exposition. Donc ça, à l'inverse de la PrEP, ça va être pas préventif, mais plutôt après coup. Donc s'il y a eu une prise de risque ou, je sais pas, une rupture de préservatif et une personne peut, dans les 48 heures, se présenter dans un CGID ou aux urgences pour débuter donc une trithérapie cette fois qui se prend pendant 1 mois pour éviter d'être contaminé au VIH s'il a été en contact. Bien évidemment, on va faire conseiller une protection par préservatif, donc tout type de préservatif, qu'il soit externe, interne, ça va être les doigtiers. Ne pas oublier aussi d'en mettre sur les sextoys parce qu'il va y avoir des usages de sextoys pendant ces pratiques souvent. Utilisation de lubrifiants pour ne pas que les capotes craquent, surtout quand elles sont utilisées pendant longtemps. De changer de préservatif entre chaque partenaire évidemment. Et donc, pour rappel, les préservatifs maintenant sont gratuits jusqu'à l'âge de 26 ans en pharmacie et ou sur ordonnance, sur prescription au-delà de 26. Ça va passer aussi bien évidemment par la distribution de matériel à usage unique, donc que ce soit via les CARUD ou aussi via les réseaux d'envoi pour les zones rurales par les associations, de bien désinfecter les surfaces et les sextoys, ça va être de l'éducation à l'injection, mais aussi de discuter avec les personnes, de privilégier plutôt les voies orales ou anales ou voies intraveineuses.
Et ça va passer aussi par la vaccination. Donc, on peut vacciner contre l'hépatite B, contre l'hépatite A. Alors, l'hépatite A va se transmettre plutôt dans les pratiques bouche à sexe, enfin bouche-anus. Donc, notamment les pratiques d'annulingus ou de fellation après du sexe anal. Donc, il y a une indication vaccinale qui est prise en charge par la sécurité sociale dans les Cégide pour les personnes HSH. Le papillomavirus aussi, la vaccination est possible jusqu'à l'âge de 26 ans inclus, et la vaccination contre j'ai laissé monkeypox, contre le mpox. Donc, en termes de réduction des risques pour la consommation contrôlée, ça va passer par de l'information sur les substances utilisées, informer des risques de certains mélanges. En général, ils sont assez au fait que de ne pas mélanger le GHB, GBL avec l'alcool. Ce qui savent moins, c'est de ne pas mélanger le poppers avec les médicaments érectiles par rapport au risque cardiovasculaire. Ça peut être du conseil de gestion des prises, donc ça va être déjà en amont de discuter à titre individuel. En fait, finalement, moi, j'aimerais le chemsex n'en faire que à telle fréquence, j'aimerais limiter les voies d'administration, ne plus m'injecter. Enfin, ça peut passer par ce genre de tentatives, en tout cas d'autocontrôle. Et on peut aussi travailler dans le collectif. Alors, des fois, dans les plans, il y a une personne qui va être un peu la référente des produits et qui va noter en fait chaque personne à quelle heure elle a pris tel produit, et notamment pour le GHB, GBL qui va se prendre régulièrement dans le plan, dire non, là, attends un petit peu. Encore une demi-heure, une heure, ça fait pas assez longtemps que tu as pris ta dernière prise, etc. Apprendre à repérer, à gérer les cas de surdosage, bien penser à s'hydrater, s'alimenter, surtout quand on est sur des plans qui durent plusieurs journées. Et donc penser, ce que je disais, à la RDR à distance pour les zones rurales. Donc, globalement, en termes de thérapie, c'est un peu nouveau tout ça, mais l'idée, ça va être de travailler ensemble en termes d'addictologie, de sexologie et aussi de la prise en charge communautaire. On peut amener à la réflexion autour de l'homophobie intériorisée, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc reprendre l'historique de la sexualité, le rapport à l'expression de soi, discuter autour du consentement préalable, parce qu'une fois qu'on est dans le plan, c'est un petit peu plus difficile. Donc de dire mais quelle pratique je consens à avoir et à faire avant d'aller à ce plan, ça peut être des choses à travailler. On peut travailler en psychothérapie sexo-corporelle pour travailler la réhabilitation à la sexualité sans chemsex. Donc ça peut passer au départ par quelle pratique est possible aujourd'hui pour vous sans chemsex. Est-ce que c'est un acte masturbatoire? Est-ce que c'est des caresses? Est-ce que c'est de relationner avec votre partenaire? Voilà, essayez de voir. Mais aujourd'hui, quand même, ce qui ressort, c'est une difficulté à retrouver une sexualité épanouissante en dehors du chemsex. Voilà. Donc, en conclusion, c'est une consommation anticipée de produits spécifiques au service des activités sexuelles dans une population spécifique où le but est la recherche de plaisir, de performance sexuelle et de lâcher prise, avec des voies d'administration et des pratiques qui sont à risque infectieux et un risque de comorbidité psychique et addictive important. Ce qui va nécessiter une prise en charge transdisciplinaire avec une approche addictologique, communautaire et en santé sexuelle. Et bien évidemment, la réduction des risques va avoir toute sa place dans ces pratiques. Voilà, je vous ai mis quelques ressources, donc un peu de bibliographie que j'ai utilisée, mais vous pouvez utiliser effectivement la bibliographie qui a été faite par Arca Sud. Et je vous ai mis aussi quelques références pour un peu des références culturelles gays pour avoir un peu idée de ce que c'est de faire partie de cette communauté, en tout cas, et de ce que c'est que l'homophobie intériorisée notamment. Voilà. Merci Marion pour votre intervention. Du coup, je crois qu'il y a Michel qui avait une question. Non, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais c'était très bien, c'était très bien. Je voulais juste dire que pour moi qui suis un vieux dans le temps, les 3 sites n'étaient pas remboursés quand on faisait des prélèvements chlamydia et gono, mais maintenant que c'est remboursé, donc c'est intéressant de le savoir.
C'était juste ma petite touche, c'est bon, je me tais. Il y avait, je crois que Marion, vous y avez répondu, il y a Rivière-Lachaud qui disait dans la conversation: «Il y a-t-il un protocole de prise des produits lors de la pratique du chemsex?» Pas forcément. C'est-à-dire, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais quelque chose qui serait anticipé dans la prise du chemsex, où on commence par tel produit, puis on en prend un autre. Ça dépend des produits qui sont sur place. Alors, dans les grandes villes, en général, ça va être la personne qui organise le plan, organise tout. Elle fait venir les personnes, elle commande les produits, tout est sur place, les sextoys, tout est prêt à l'usage. Donc, ça va dépendre de ce qu'il y a sur place. Mais il n'y a pas forcément de protocole. Et puis, même, il y a une méconnaissance par les personnes elles-mêmes de ce qu'elles ont consommé. Hein. Donc, j'ai souvent quand même des retours où quand je demande mais qu'est-ce que vous avez pris, notamment quand ils se font injecter par d'autres personnes, ils n'en savent rien du tout. Ok, merci. La même personne repose une question. Retrouve-t-on en gastro-entérologie les usagers de pratiques hard? Alors, je n'y travaille pas en gastro-entérologie, mais je pense qu'en proctologie, ça peut arriver, évidemment. Dans les cas les plus extrêmes, ou s'il y a des lésions importantes, ça peut arriver, oui. Ce qui peut arriver aussi, c'est alors il y a des usages de sextoy, et donc, comme on disait, il y a des problématiques érectiles avec des usages de cock ring. Le cock ring, c'est un anneau qui constricte un peu la base de la verge pour maintenir une érection. Et ça, si c'est gardé pendant des heures, voire des jours, ça peut entraîner des cas graves, notamment de nécrose de la verge dans les cas les plus extrêmes. Hein. Donc oui, on peut les retrouver en gastro-entérologie, je pense, et en urologie. Bon, là, on parle vraiment de choses plus extrêmes, hein, et plus rares. Oui, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Après, il y avait ceux qui étaient posés lors de l'inscription. Alors, je sais pas, pendant tout le long, Marion, il y a des... Je pense qu'il y en a où vous avez répondu. Ah, il y a une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux, au niveau de la réduction des risques, de conseiller à un chemsexeur d'aller sur un plan avec ces produits? Alors, je pense que, en tout cas, ce qui peut leur être conseillé, c'est de faire tester les produits, notamment si les associations locales ont un spectromètre. Dans l'organisation du plan, alors je sais que dans certaines villes, les associations peuvent être présentes aussi pendant les plans et tester les produits. Je pense qu'effectivement, s'ils savent ce qu'ils consomment, c'est toujours mieux. Et s'ils peuvent contrôler la qualité des produits. Oui, Michel. Oui, ce coup-ci, c'est vrai. Ce qu'il faut aussi leur conseiller, c'est quand même de tester à toute petite quantité au départ, à chaque fois qu'ils réutilisent des produits, parce que ce qu'ils ont reçu la veille du même envoyeur n'est peut-être pas dosé de la même manière. Et comme c'est des produits qui sont très, très fortement concentrés, il peut y avoir très vite des overdoses, enfin des surdoses en tout cas. Ok, quelqu'un d'autre qui levait la main? Sinon, je ne sais pas, vous, dans quel contexte, pour les personnes notamment qui travaillent en addictologie, est-ce que vous voyez des usagers du chemsex, ou pour l'instant, comme abrutés, ils ne sont pas encore arrivés à vous? J'ai juste peut-être une question. Juste pour rebondir sur les produits, généralement le test est surtout important pour savoir s'il n'a pas été coupé avec d'autres produits ou si le produit envoyé est bien celui qui est annoncé. C'est surtout dans ces cas-là où on a eu des situations où il y a eu des alertes par le réseau Synthèse ou autre, mais l'intérêt est souvent par ce biais-là, de s'assurer qu'effectivement les batchs, comme vous le dites Michel, qui envoient plein de quoi. On a des gros batchs qui arrivent sur des fournisseurs et on voit très vite que d'un seul coup, un produit qui était annoncé n'est pas celui qui est consommé ou autre, et ce sont quelques alertes qui nous montrent. J'avais une question en tout cas plus spécifique sur l'accompagnement en fait des professionnels de santé ou de santé communautaire ou autre. Est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous en rencontrez, est-ce que c'est simple ou pas, et quel protocole vous mettez en place un petit peu
pour préserver l'anonymat en dehors du protocole classique médical, parce qu'on sait qu'il est quand même assez poreux, même si on sait qu'il y a des dispositifs mis en place. Est-ce qu'il y a des appréhensions supplémentaires aussi qui sont ressenties vis-à-vis de ces personnes? Et est-ce que vous arrivez à faire des choses, rencontrer hors les murs ou autres, ou en tout cas d'essayer d'adapter? Alors, je vais peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, parce que moi, je la vois surtout au CEGID. Donc, la question de l'anonymisation est réglée, hein, puisqu'on est sur de l'anonymat vraiment dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. Mais dans les centres d'addictologie, je ne sais pas comment ça s'organise, puisque nous, on n'a pas encore été confrontés en fait au centre où je travaille. En tout cas, alors pour revenir effectivement sur les produits de couple, il y a aussi la problématique des interactions médicamenteuses par rapport à ces produits de couple. Donc, c'est important effectivement de tester aussi les produits par rapport à ça. Pour le reste, donc sur la formation entre guillemets des personnes, des professionnels de santé ou communautaires, localement, on essaye de le faire. Là, on a fait une formation à l'hôpital nous de Montfavet, hôpital psychiatrique de secteur, où on a parlé de la communauté LGBT en addictologie pour sensibiliser à ces pratiques, au moins que les personnes aient une connaissance de ce que c'est que cette pratique réellement et de quoi on parle quand on parle de chemsex. Alors, pardon, juste peut-être mal exprimé, c'est l'accueil de professionnels de santé qui sont chemsexeurs et qui peuvent avoir une difficulté complémentaire en fait à accéder aux soins, à l'accompagnement, soit en CEGID d'ailleurs ou en centre addicto, et dans la communication et dans la manière dont on peut les accueillir. Alors moi, ceux que j'ai eus, en fait, ils sont venus de loin, c'est-à-dire ils ne sont pas allés dans leur centre de soins de secteur, justement. D'accord. Alors, pour répondre un petit peu plus, normalement, dans l'Exapa, tout est anonymisé potentiellement. On peut y aller d'une manière anonyme. C'est la loi, en tout cas. Et au centre Guillaume Broutet, où on travaille avec Marion Valéjo, donc dans l'hôpital public, il y a la possibilité d'anonymiser toutes les personnes qui le désirent. C'est-à-dire, après, Je sais que des gens moi, qui avec des professionnels de santé me disent que malheureusement, il y a quand même une porosité sur l'anonymat et une peur qui fait que malgré l'anonymat, ils n'y vont pas, en tout cas, ou ils partent ailleurs, effectivement, où ils ont des difficultés à y aller. C'est des problèmes qui sont toujours très beaux sur le papier, effectivement, dans la réalité. Malheureusement, on est toujours confronté à des difficultés, ça, c'est sûr. Ouais. Nous, pour répondre à Marion, moi je travaille au SSR Addicto à Montpavé. On voit peu de chemsexeurs et voire pas. Et j'ai le sentiment aussi qu'on pose peut-être pas forcément assez la question. Voilà. Alors peut-être que parce que pas forcément à l'aise avec le questionnement tout le temps, mais après de patients en tout cas qui viennent en nous parlant eux-mêmes de chemsex, on n'en a pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, moi, en addicto pur, j'en ai un des seuls que j'ai vu et qui soit arrivé. Non, il y en a un autre. Mais sinon, c'est parce il était avec plein d'effets secondaires. C'était des catinones et qu'il était avec des bras. Il n'arrivait plus du tout à s'injecter. Et du coup, il était déjà arrivé dans quelque chose de dramatique parce que là, c'est vraiment une horreur après une prise en charge super compliquée. D'ailleurs, qu'on pensait être efficace et finalement, je viens de recevoir des comptes rendus de Montpellier comme quoi ça avait rechuté, mais bon, ça, c'est les histoires classiques. Mais en fait, le problème, c'est qu'effectivement, c'est des prises en charge, à mon avis, qui sont très, 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 très lentes à être mises en place parce que probablement les portes ne sont pas aussi suffisamment ouvertes par les professionnels de santé. C'est sûr que si on peut permettre aux gens d'en parler plus vite, c'est mieux. Et puis après, je pense que comme disait le docteur Valéjo à un moment donné, le souci, c'est que souvent, les gens qui peuvent le pratiquer ont ce sentiment dans un premier temps, souvent de gérer, en fait, avec ce style de non, mais je gère, c'est juste lors de plans sexuels de temps en temps. Donc, en fait, ils ne voient pas forcément le souci arriver
Et des fois, ça, excusez-moi de l'expression, mais ça leur pète un peu à la gueule plus violemment que ce qu'il aurait pu le penser. Bonjour, je me permets d'intervenir. Je travaille à la clinique Saint-Barnabé. Alors, je ne suis pas médecin ni infirmière, mais en tout cas, de mon expérience et de mon visu, effectivement, nous, ça nous arrive d'avoir des patients concernés par cette problématique, qu'on a même pris essentiellement en charge pour ça. C'est plus rare. Enfin, c'est clairement pas la majorité. On en a eu, mais de façon éparse. En hôpital de jour aussi, on a de l'hospitalisation complète et de l'hôpital de jour. Ça nous arrive un peu plus en hospitalisation de jour. C'est souvent des patients, donc, comme vous l'avez cité, hein, qui consomment plusieurs produits, donc polyaddicts, et qui parlent du chemsex au milieu du reste, finalement. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être moins focalisé essentiellement sur la pratique, même si nous, on travaille autant sur du coup, les consommations que les addictions comportementales. Merci. Bon, bah là, il est 9h. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie déjà Marion. Merci aussi à tous et à toutes pour votre participation. Le prochain Art Café, ça sera le mardi 9 janvier, toujours de 8 à 9. On sera sur la thématique alcool et boissons énergisantes. Pareil, petite info, prochainement, là, courant de la semaine, vous allez avoir notre site internet voilà, qui va s'ouvrir. Du coup, vous aurez accès aussi à l'annuaire avec tous les professionnels addictos. Et on a aussi notre catalogue de formation, ça y est, qui est là pour 2024. Donc, n'hésitez pas, voilà, notre chargé de com vous a mis dans la conversation le lien. Voilà aussi pour recevoir la newsletter. Et puis, on vous compte nombreux pour notre prochain Art Café. Merci à tous et passez une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Et bonne fête à tout le monde. Et oui, Profitez bonne bien. fête à tous. Et oui. N'oubliez pas la réduction des risques.